Dès le départ, dans la conceptualisation de l'état de droit libéral, puisque l'état de droit, c'est une pensée du libéralisme, qui nous vient du libéralisme, qui nous vient de John Locke, eh bien, il y a toujours cette idée de la possible suspension à des catégories de population qui ne font pas partie du contrat social. Et tout au long du XVIIIe siècle, les Lumières sont une mise en place progressive de l'état de droit en pratique, c'est-à-dire la rédaction de constitutions, la rédaction de déclarations des droits de l'homme, mais en même temps la rédaction de lois martiales, d'états d'urgence et de toutes sortes d'états d'exception. Donc si on prend par exemple l'exemple celui de la Révolution française, qui est quand même un grand moment de constitutionnalisme et de réalisation de l'état de droit dans le monde, donc en France, mais avec un rayonnement mondial. Eh bien, en 1789, lorsque on rédige la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, premièrement, on la rédige avec certes quelques idées rousseauistes, mais surtout beaucoup d'idées de Locke, notamment la consécration de la propriété. Et puis surtout, avant d'appliquer cette DDHC, cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on fait d'abord adopter une loi martiale, une loi sur les attroupements qui sera mise en place pour fusiller les manifestants au Champ de Mars. Et ensuite, seulement, nous aurons cette DDHC qui fera partie du préambule de la première constitution, la constitution de 1791. Et pendant ce temps-là, cette DDHC ne s'applique pas dans les colonies et ne s'applique pas non plus aux femmes et à toutes les populations qui sont exclues. Bonjour Roger Mériot, merci beaucoup de me rejoindre dans ce podcast pour parler de votre dernier ouvrage, Géopolitique de l'état d'exception, les mondialisations de l'état d'urgence. Donc vous êtes politiste et juriste et vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et membre de l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. Donc voilà, bienvenue à vous, merci d'avoir trouvé le temps de faire cette interview. Et dans votre dernier ouvrage, Géopolitique de l'état d'exception, vous étudiez cet objet juridique constitutionnel, mais aussi on en parlera, comme vous dites dans votre ouvrage, c'est un concept qui est aussi géographique et géopolitique, même si c'est pas intuitif a priori, qu'on appelle donc l'état d'urgence. Alors l'état d'urgence, c'est la suspension de l'état de droit. Donc l'état de droit, c'est la séparation des pouvoirs et la protection, en tout cas la garantie des libertés individuelles. Et donc vous étudiez cet objet qui est l'état d'urgence sur les 5 siècles de modernité, depuis 1492, et vous montrez comment cette idée d'état d'urgence est révélatrice de beaucoup de choses au regard de ce qu'on appelle la démocratie libérale. En tout cas, ça soulève beaucoup de questions, et c'est un petit peu ce dont on va parler. Donc, vous expliquez dans votre ouvrage comment l'état d'urgence s'est mondialisé en plusieurs vagues. Donc, la première concernait essentiellement son application dans les périphéries des empires, des démocraties libérales. Et puis ensuite, il a été importé dans les métropoles lors de la Première Guerre mondiale sous la forme du gouvernement par décret. Donc, c'est une forme
de gouvernement qui n'est peut-être pas très démocratique, hein, mais effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et puis ensuite, il y a eu d'autres vagues qui aboutissent aujourd'hui, en gros, à un petit peu une espèce de tyrannie au niveau mondial qu'on a vu peut-être relativement récemment avec la crise du Covid. Mais avant d'arriver là, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les origines de l'état d'urgence dans cette première vague? Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, donc en effet, j'ai voulu m'intéresser à l'état d'exception comme étant l'envers de l'état de droit et j'ai posé une question à la fois théorique et pratique, c'est-à-dire est-ce que l'état de droit peut vivre sans état d'urgence ou au contraire, est-ce que l'état d'urgence est la condition sine qua non, le prérequis, l'alibi de l'état de droit? Et donc, je me suis intéressée à la conceptualisation de l'état de droit par rapport à la conceptualisation de l'état d'urgence, et puis son déploiement dans le droit international, dans le droit international public, c'est-à-dire les relations entre les États, dans le droit international des droits humains, et puis au sein des États, dans le droit constitutionnel et le droit administratif, qui régit donc l'organisation des pouvoirs politiques, et puis les rapports entre l'administration et les administrés. Et en effet, à travers cette étude, j'ai pu délimiter trois grands moments, trois grandes vagues de mondialisation de cet état d'urgence et de conceptualisation, de reconceptualisation de cet état d'urgence qui est lié très fortement à la question des colonisations et des décolonisations. L'état d'urgence, en effet, dès le départ, dans sa genèse, il est pensé comme un état de gouvernance coloniale, c'est-à-dire qu'on va penser la liberté au centre au prix de la mise en place d'un état d'urgence toujours possible euh, dans les extrémités, donc dans les colonies, pour administrer les territoires périphériques, et puis avec la potentialité de le mettre en place en métropole, mais de manière très exceptionnelle. Et donc, on voit ça dès le premier grand théoricien de l'état de droit, qui est John Locke, qui pense l'état d'urgence et l'état de droit dans un même mouvement, the rule of law, à partir de ce qu'il comprend de l'Amérique du Nord qui est en train d'être colonisée par les Britanniques, et d'ailleurs, entreprise à laquelle d'ailleurs il participe très largement, puisqu'il rédige l'une des premières constitutions, la Constitution de Caroline du Nord, qui est une constitution très autoritaire et qui constitutionnalise l'esclavage. Donc, il y a chez Locke, on retrouve dans ce même geste la conceptualisation de l'état de droit et de l'état d'urgence. Mais comme c'est un juriste, même s'il est aussi philosophe, son entreprise n'est pas seulement une entreprise seulement philosophique, c'est aussi une entreprise pratique qui va être mise en place dans le droit. Je viens de citer la Constitution de Caroline du Nord à laquelle il a participé, mais c'est aussi dans le droit international, dans le droit anglais, que les idées de Locke vont trouver à être mises en place. Et s'il y a en effet une extension des droits humains, et progressivement au Royaume-Uni, nous avons donc l'habeas corpus, le Bill of Rights, mais dans le même temps, il y a toujours la possibilité de la suspension de ces droits pour les catégories de population qui ne sont pas incluses dans le contrat social que définit John Locke, c'est-à-dire un contrat social fondé sur des rapports entre propriétaires. Et donc, dès le départ, dans la conceptualisation de l'état de droit libéral, puisque l'état de droit, c'est une pensée du libéralisme, qui nous vient du libéralisme, qui nous vient de John Locke, eh bien, il y a toujours cette idée de la possible suspension à des catégories de population qui ne font pas partie du contrat social. Et tout au long du XVIIIe siècle, les Lumières sont une mise en place progressive de l'état de droit en pratique, c'est-à-dire la rédaction de constitutions, la rédaction de déclarations des droits de l'homme, mais en même temps la rédaction de lois martiales, d'états d'urgence et de toutes sortes d'états d'exception. Donc si on prend par exemple l'exemple celui de la Révolution française, qui est quand même un grand moment de constitutionnalisme et de réalisation de l'état de droit dans le monde, donc en France, mais avec un rayonnement mondial, eh bien, en 1789, lorsque on rédige la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, premièrement, on la rédige avec certes quelques idées rousseauistes, mais surtout beaucoup d'idées de Locke, notamment la consécration de la propriété. Et puis surtout, avant d'appliquer cette DDHC, cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on fait d'abord adopter une loi martiale, une loi sur les attroupements qui sera mise en place pour fusiller les manifestants au Champ de Mars.
Et ensuite, seulement, nous aurons cette DDHC qui fera partie du préambule de la première constitution, la constitution de 1791. Et pendant ce temps-là, cette DDHC ne s'applique pas dans les colonies et ne s'applique pas non plus aux femmes et à toutes les populations qui sont exclues. Donc il y a dès le départ cette relation très nette d'antériorité de l'état d'exception sur les déclarations des droits ou sur l'état de droit. Et en même temps, dans la jeunesse conceptuelle, il y a aussi cette très très grande simultanéité des deux faces de cette pensée libérale qui sont l'état d'exception, donc l'état d'urgence, c'est le nom de l'état d'exception dans sa phase libérale, et l'état de droit libéral. Et ensuite, en effet, il y a une vague mondiale de développement du droit international et du droit constitutionnel dans tous les pays du monde. Donc, à la suite de la Révolution française en 1789 et à la suite de la Révolution états-unienne suivie de la Constitution des États-Unis de 1787 et la Bill of Rights en 1791, le monde entier adopte des constitutions et on retrouve dans ces constitutions cette ambivalence entre, d'une part, des déclarations des droits et, d'autre part, des possibilités de suspension de ces droits à des catégories de population données sur des territoires donnés. Donc, chez les empires, ce sont évidemment les territoires colonisés. Et on peut décliner ça dans toute l'histoire du 18e, 19e et 20e siècle. Alors, ce qui est intéressant avec la période que vous citez, la Première Guerre mondiale, c'est que c'est l'apogée de la conquête coloniale dans les grands empires. Donc, c'est le moment, d'ailleurs, Lénine écrit à ce moment-là l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, où il montre bien quel est le pourcentage des terres du monde, du globe, qui sont en fait colonisées, qui sont sous domination coloniale. Donc c'est le grand moment où les empires, les métropoles euh, administrent des territoires extrêmement étendus, beaucoup plus étendus que leurs propres États, grâce à ce mécanisme de l'état d'urgence. Alors, qui est emblématique? C'est, en France, c'est le code de l'indigénat, ce qu'on appelle le code de l'indigénat, qui en réalité a de nombreuses et assez pas forcément très standardisé, mais enfin, il y a quand même des grandes caractéristiques que l'on retrouve un peu partout. C'est le gouvernement, en effet, par décret, c'est-à-dire que le gouverneur va pouvoir, sans passer par une procédure législative quelconque, administrer les territoires. Il va pouvoir aussi mettre en place des sortes d'états d'apartheid avec des territoires qui seront placés sous loi martiale directe et puis des territoires qui seront placés sous un régime de décret disons, moins militarisé. C'était le cas en Algérie notamment. Et puis, il y a aussi un régime de droit pénal qui passe par non pas les garanties normales que l'on trouve dans la DDHC, c'est-à-dire l'habeas corpus, c'est-à-dire la présomption d'innocence, au contraire, et puis l'individualité et la proportionnalité des peines. Donc tout cela est suspendu et au contraire, on a un régime de sanctions administratives, d'internement, de peines collectives et surtout administratives, c'est-à-dire sans aucune procédure judiciaire. Donc ce sont les deux grands éléments, si vous voulez, de ce code de l'indigénat, mais on pourrait en trouver beaucoup d'autres. Moi, en ce qui me concerne, je travaille beaucoup sur l'Asie du Sud-Est. Et donc, en Indochine, on a aussi des régimes d'indigénat qui sont assez différenciés, mais qui ont en commun avec celui qu'on connaît mieux peut-être, qui est l'Algérie et peut-être la Nouvelle-Calédonie Kanaki. Ils ont en commun ce régime de peine collective et de gouvernement par décret. Et, euh, et ce qu'on observe, c'est qu'à la faveur de la Première Guerre mondiale, eh bien, en effet, ces modes de gouvernement par décret vont être généralisés en métropole. Les états d'urgence vont aussi être généralisés et on va avoir ce retour de l'état d'urgence colonial dans les métropoles. Donc en France et dans tous les grands empires européens, on a un très net basculement du pouvoir législatif qui passe du Parlement au gouvernement. Et c'est un effet cliquet puisqu'aujourd'hui, nous n'en sommes pas sortis. Et même si nous sommes en train de vivre un second basculement dont on parlera peut-être tout à l'heure, en tout cas, nous ne sommes pas revenus de ce glissement du pouvoir législatif du Parlement vers le gouvernement qui est le propre de ce régime d'état d'urgence.
Vous avez utilisé un terme tout à l'heure, donc vous avez dit que l'état d'urgence, c'est l'alibi de l'état de droit. Et effectivement, c'est pas mal parce qu'effectivement, enfin, quand on parle d'alibi, voilà, ça suggère qu'il y a un crime derrière. Effectivement, bon, il y en a eu des crimes, que ça soit l'esclavage ou le régime de l'indigénat ou d'autres, l'internement, les internements, etc. Et, et en fait, en réalité, autant comment dire, ce régime un peu de l'exception, soi-disant, hein, qui était l'état d'urgence, voilà, donc c'est soi-disant un régime d'exception, mais en réalité, est-ce qu'il n'y avait pas en réalité plus d'humains qui vivaient sous ce régime soi-disant d'exception par rapport à ceux qui vivaient sous le régime de l'état dit de droit? Ça me fait penser à une anecdote personnelle que je vous raconte et que je raconte dans un de mes livres qui va sortir bientôt aussi. Lorsque je travaillais justement sur cette question du rapport entre état d'urgence et état de droit, j'en étais aux prémices, donc je m'intéressais à établir une histoire parallèle du développement de l'état de droit en France, en métropole, et du développement de l'état du gouvernement par décret en Algérie, en commençant au 19e siècle et en terminant avec la fin de la guerre d'Algérie. Et je me souviens très bien que l'un des commentateurs de mon article, donc je présentais cet article, c'était à l'Institut universitaire de Florence en Italie, me dit, mais c'est très intéressant tout ça conceptuellement, mais il y a beaucoup trop de développement sur l'Algérie dans votre article, mettez plutôt ces développements-là en note de bas de page. Et je me suis dit, en fait, c'est une métaphore absolument fascinante et ça illustre bien la manière dont on a pensé ces rapports-là depuis, en tout cas en droit français et puis plus généralement en droit constitutionnel on va dire dans la doctrine globale. On a pensé cet état d'urgence comme une note de bas de page du développement de l'état de droit. Et donc, dans la suite de mes travaux, je me suis intéressée et j'ai souvent projeter des cartes pour bien montrer que cette note de bas de page, elle est beaucoup plus importante en territoire, en population et en effet juridique produit que finalement l'histoire qu'on veut raconter dans le corps de l'article. Donc, vous avez tout à fait raison et c'est l'un des objectifs que je me suis fixé avec ce livre, c'est de montrer que, au contraire, plutôt que de faire une histoire du développement de l'état de droit qui fait apparaître cet état d'exception comme une sorte de zone d'ombre, de parenthèse, de note de bas de page, eh bien, on peut renverser cela et faire plutôt une histoire de l'état d'exception dont l'état de droit sera une sorte de note de bas de page. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre, oui. Oui, oui, c'est extrêmement clair. Effectivement, le commentaire que vous aviez eu, oui, c'est tellement classique, en fait, des personnes qui sont complètement endoctrinées par cette idéologie-là, qui est un petit peu, enfin, c'est un peu la promesse d'un avenir radieux pour tout le monde, hein, sous réserve de faire, voilà, encore quelques sacrifices. Sauf que les sacrifices, c'est toujours les mêmes qui les subissent, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est un peu la promesse, c'est un peu la promesse de la modernité, hein. Donc c'est le progrès à l'infini, mais il faudra faire quelques sacrifices sur le chemin, hein. Voilà, sauf que le chemin, ça fait 5 siècles qu'il dure et voilà, les sacrifices continuent bien à se perpétrer. Alors oui, donc effectivement, cette première vague a connu son apogée donc lors de la Première Guerre mondiale avec l'importation en réalité, hein, de cet état d'exception, hein, l'état d'urgence. Donc est-ce qu'effectivement le concept a été importé, on va dire, dans les métropoles dites démocratie libérale à ce moment-là, ou est-ce qu'on voyait déjà une importation de ce concept avant la Première Guerre mondiale, sachant que vous parlez dans votre ouvrage, hein, de cette un peu de dichotomie, hein, entre évidemment les centres impériaux, hein, qui étaient la France, l'Angleterre et puis ensuite les États-Unis, hein, dans lesquels régnaient effectivement essentiellement
l'état de droit. Et d'ailleurs, vous le dites aussi dans votre ouvrage, hein, l'esclavage était, voilà, pour l'essentiel interdit hein, sur ces territoires. Donc les esclaves, des fois, ils essayaient de rentrer justement pour pouvoir se libérer dans ces territoires, alors que dans les périphéries, évidemment, c'était l'état, entre guillemets, d'exception qui régnait. Donc, est-ce que cette réentrée, hein, enfin, oui, cette importation de l'état d'exception, est-ce qu'elle s'est opérée lors de la Première Guerre mondiale ou est-ce qu'on la voyait un petit peu avant quand même aussi? Alors, plusieurs points. Euh, Dans la pensée politique, depuis Rome jusqu'à aujourd'hui, cette question de la porosité entre l'exception et le principe, elle est toujours là. Et d'ailleurs, à Rome, on se posait déjà la question, est-ce que la dictature que l'on met en place aux marges de l'Empire est-ce que la République romaine peut survivre à cette dictature? Et c'était une grande question. Et d'ailleurs, la réponse qu'en ont tiré des personnes comme Montesquieu, par exemple, c'était plutôt que non, en fait, parce que cette dictature romaine, donc qui n'était pas comme l'état d'urgence libéral, mais qui en partage la caractéristique suivante, c'est-à-dire on a une suspension de l'ordre constitutionnel, ou en tout cas de l'ordre juridique, pour sauvegarder l'État dans une période donnée. Cet état de dictature, il est décrété par le Sénat et ensuite les consuls sont désignés. Et une fois que les consuls ont réglé le problème, ils retournent à leurs affaires. Donc il y avait une séparation quand même assez nette, des garde-fous assez nets à Rome sous la dictature romaine qu'on n'a plus eu dans l'état d'urgence libérale. Mais enfin, il y avait déjà cette question et c'est bien l'état d'urgence, la dictature, qui a mis fin à la République romaine et qui a fait basculer Rome dans un empire, dans une forme impériale qu'il avait déjà parce qu'il avait un empire, mais maintenant la forme impériale est revenue en métropole et on a aboli la République. Donc c'était une question qui traverse la philosophie politique. Tocqueville se la posait aussi lorsque il prenait un état de droit dual, c'est-à-dire il prenait la mise en place de non seulement d'un état d'exception en Algérie, même sur le territoire algérien, alors qu'en France, en métropole, il fallait la démocratie, le parlementarisme, les libertés. Mais à l'intérieur de cette dualité ou de ce dualisme, il prônait aussi un dualisme sur le territoire algérien entre les populations françaises et les populations indigènes. Les populations indigènes soumises à une loi martiale et les populations françaises de métropole française soumises aux lois de la métropole. Et il disait, c'est seulement à ce prix-là que nous allons pouvoir avoir une Algérie, qu'on va pouvoir réussir cette grande œuvre de la pacification de l'Algérie. Donc, chez Tocqueville, il y avait cette proposition-là, mais il s'interrogeait toujours sur les dangers que comportait la mise en place d'un tel système dual, et notamment la circulation des personnes. À partir du moment où des généraux sont envoyés en Algérie et qu'ils reviennent en France, est-ce qu'ils sont capables de se ranger sous les lois de la République ou au contraire, c'est un danger permanent? Et donc ça, c'est une question qui travaille Tocqueville, qui travaille Mill, tous les auteurs libéraux que j'ai cités dans l'ouvrage, qui sont des avocats de ce dualisme juridique entre, disons, les civilisés et les barbares, se pose toujours la question du retour en métropole de cette dictature que l'on met en place dans la périphérie. Et je pense que l'histoire nous prouve, on pourra peut-être ensuite parler de l'actualité, mais l'histoire nous prouve qu'en effet, il y a toujours cet effet boomerang qui plane au-dessus de la métropole, non seulement parce qu'il y a des techniques juridiques qui vont être réimportées, mais aussi parce qu'il y a des personnes qui transitent, en particulier les fonctionnaires, qui vont revenir, les fonctionnaires, les anciens militaires, les anciens femmes et hommes politiques, qui reviennent en métropole avec les idées qu'ils ont développées, les pratiques qu'ils ont héritées de leur passage dans les périphéries. Et c'est très net aussi, c'est très net sous la Ve République, on pourra peut-être y revenir, mais même si on parle des États-Unis aujourd'hui, en 2024, 2025,
Vous avez quand même un État qui est malade de ses vétérans, c'est-à-dire de ceux qui sont allés combattre en Irak, en Afghanistan ou ailleurs, qui reviennent aux États-Unis, qui sont... alors, il y a un livre récemment qui est sorti à ce sujet, donc j'ai oublié les chiffres, mais qui sont des milliers et des milliers et qui sont souvent impliqués dans des tueries de masse, euh, dans dans la violence, donc qui reproduisent à l'intérieur des frontières des États-Unis la violence qu'ils ont été payés pour mettre en place dans les territoires soumis à l'hégémonie américaine. De toute façon, François Fanon en parlait déjà, parlait de ce policier hein, donc en Algérie qui ne comprenait pas pourquoi il s'entendait si mal avec sa femme et ses enfants qu'il battait. Et quand François Fanon discutait avec lui pour lui demander qu'est-ce qu'il faisait la journée, ben, en fait, le type lui a dit qu'il torturait des Algériens toute la journée. Hein. Donc François Fanon lui a dit ben, comment voulez-vous torturer des gens la journée, puis rentrer le soir et puis voilà, tourner la page pour vivre une vie normale. Hein, et effectivement, donc les vétérans, ben justement, j'invite les gens à voir l'interview avec Matt Ho, donc qui est un vétéran de l'armée états-unienne, euh, qui parle de ce sujet-là. Et puis, bien sûr, dans le cas de la France, ça va finir par arriver aussi, parce que pour l'instant, les soldats français, et je pense en particulier à ceux de la Légion étrangère. Alors la Légion étrangère, hein, on sait tous de qui est-ce qu'elle est composée, parce que quand vous rentrez dans la Légion étrangère, ce qu'ils vous promettent, c'est que voilà, vous adoptez une nouvelle identité, puis on fait table rase de votre passé. Et voilà, donc la tendance actuelle, une tendance très nette, c'est que l'armée française se fait dégager d'un petit peu partout, notamment en Afrique. Et ces gens-là ben, vont tôt ou tard finir par rentrer en métropole. Il n'y aura plus où les caser si ce n'est en métropole. Donc là, ça va être un moment très intéressant, à mon avis, à observer. Et les gens, il y aura beaucoup de gens qui vont un petit peu être obligés de voir certaines réalités de près. Voilà, ben sinon est-ce que vous pouvez nous parler de la deuxième vague, donc de cette, de l'utilisation, on va dire, de ce concept qui est l'état d'urgence et comment ça s'est traduit, notamment aussi bien pour ben, les centres impériaux que pour les colonies qui sont devenues ben, en fait des anciennes colonies, enfin des États soi-disant indépendants mais voilà, qui ont malheureusement peut-être piqué ce virus au passage. Oui, donc de la même manière qu'au XVIIIe siècle, le développement de l'état de droit, du constitutionnalisme et du droit international public est lié à et fait suite au développement de théories sur l'état d'urgence, l'état d'exception et la mise en place d'états d'exception dans les périphéries, dans les colonies, pendant la colonisation, alors on parle de cette histoire comme étant un conte de fées libéral avec les Lumières qui tout d'un coup, ex nihilo, mettent fin à l'esclavage, à toutes les formes d'exploitation, proclament les droits. Donc on voit que cette histoire est tronquée d'une énorme partie de sa face sombre, de sa zone d'ombre. De la même manière, on a un conte de fées libéral de l'après-Seconde Guerre mondiale où nous aurions les États qui auraient pris conscience de leur capacité d'autodestruction après Auschwitz, qui auraient fait un examen de conscience extrêmement profond, qui auraient décidé de décoloniser, qui auraient décidé de mettre en place des droits et libertés, des nouvelles conventions internationales des droits humains via les Nations Unies égalitaires. Et donc, ce conte de fées-là, évidemment, il ne tient pas plus que celui des Lumières, peut-être même encore moins, puisque si on s'intéresse aux actions des grands États impériaux, donc dans mon livre, je m'intéresse uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni, à la France, parce que ce sont vraiment les trois grands États impériaux. Mais évidemment, on pourrait parler de la Belgique, du Portugal, enfin bref. Mais en tout cas, pour ces trois grands États, c'est très net qu'il n'y a pas de décolonisation après 45. Alors c'est un petit peu différent pour les États-Unis, donc prenons juste le Royaume-Uni et la France. Ce sont des périodes où vous avez des proclamations d'indépendance après la Seconde Guerre mondiale un peu partout dans les colonies et
que font les États? Ils essaient de recoloniser par tous les moyens avec des méthodes extrêmement violentes. Donc, le cas de conscience d'Auschwitz n'a eu aucun effet sur la manière dont sont traitées les populations qui se révoltent dans les colonies d'Aden à Zanzibar, de A à Z de l'Empire. Et pour mater ces rébellions, étant donné que le droit international humanitaire, c'est-à-dire le droit international qui protège les prisonniers de guerre et les belligérants en cas de guerre, se développe, c'est à ce moment-là que se généralise une nouvelle technique qui est un état d'urgence libéral qui va être mis en place dans les colonies pour soustraire ces populations en rébellion contre le pouvoir impérial à la protection des conventions de Genève qui viennent d'être actées, notamment celle de 1949. Donc, on voit à ce moment-là les États mettre en place des états d'urgence. Donc, par exemple, le Royaume-Uni en Irlande, c'est quasiment toute la période est sous état d'urgence. En France, l'état d'urgence est mis en place, donc on connaît bien l'Algérie à partir de 1955 avec cette nouvelle loi, mais c'est mis en place dans l'ensemble de l'empire qui résiste et qui essaie de se décoloniser. Et dans le même temps, on va créer, donc le Royaume-Uni, la France vont rédiger la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en inscrivant dans cette Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme deux clauses. La clause coloniale, c'est-à-dire la clause qui permet de suspendre son application aux colonies, et d'autre part la clause d'état d'urgence, qui est pensée comme comment dire, un complément à cette clause coloniale. Et ces deux clauses-là forment vraiment le cœur de l'état d'exception au sein du droit international des droits humains, dont la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est la première matrice, puisqu'ensuite, c'est à partir de cette Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qu'on aura les modèles qui vont servir pour les conventions de l'ONU, du droit international des droits humains. On retrouvera dans ces conventions de l'ONU non seulement la clause coloniale, mais aussi la clause d'état d'urgence. Et c'est d'ailleurs le cas aussi pour la Convention pour la prévention du crime et la suppression du crime de génocide de 1948. Cette convention-là, elle a aussi sa clause coloniale, c'est-à-dire que les États peuvent suspendre l'application de cette convention qui, je le rappelle, vise à prévenir et supprimer le crime de génocide. Elles peuvent le suspendre dans leur colonie. Je rappelle qu'on est juste après Auschwitz. Donc, cette prise de conscience dont on fait un récit de type conte de fées est très très loin de la réalité. Et à ce moment-là, en 1945, c'est certes le développement de nouvelles constitutions avec des catalogues des droits humains qui sont beaucoup plus étoffés, qui sont beaucoup plus ambitieuses que sous la première vague, mais dans le même temps, les états d'urgence et les états d'exception sont également beaucoup plus complets, beaucoup plus étoffés, et c'est la même chose pour le droit international des droits humains. Ce que vous soulignez dans votre ouvrage, c'est que même si, donc après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait, donc c'est la Convention de Genève, hein, n'est-ce pas, qui interdit certaines pratiques enfin, en situation de guerre. En fait, ces États-là pouvaient se soustraire à la Convention de Genève en prétendant qu'en fait, il n'y avait pas de guerre et que c'était plutôt une situation de police domestique, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'ils arrivaient à se soustraire de de toutes ces nouvelles règles-là, comme la Convention de Genève. Voilà, et c'est ça le grand apport de l'état d'urgence libéral par rapport à l'état d'exception que l'on connaît ou de la dictature romaine, c'est cette volonté d'ancrer cet état d'exception dans le droit civil, c'est-à-dire de le soumettre au gouvernement civil. Contrairement à la loi martiale, qui est un état d'urgence qui confie aux militaires, donc sous commandement militaire, l'essentiel des pouvoirs et qui est une forme d'état de guerre civile. L'état d'urgence, c'est encore une étape supplémentaire dans ce qu'on peut appeler la civilisation au sens de droit civil de cet état d'exception. Et c'est évidemment l'objectif, c'est que ça permet donc de se soustraire au droit de la guerre, d'une part, et deuxièmement, ça permet au gouvernement civil d'avoir la main sur les militaires. Donc C'est ce en qui se passe, fait, par exemple, en Algérie.
Oui, voilà. Donc, en fait, par exemple, les combattants pour la libération, donc pour la décolonisation, en fait, ils n'étaient pas classés comme combattants par l'État colonial, hein. Donc, ils essayaient de les faire passer comme une espèce de rébellion interne. Et même les bombardements de civils, etc., c'était des opérations de police, n'est-ce pas? Et du coup, ouais, donc là aussi, on retrouve un peu l'histoire d'alibi là pour dire, ouais, non, il y a rien à circuler, il y a rien à voir, c'est pas une guerre, c'est pas des massacres coloniaux, c'est juste des opérations de police, même si en réalité, ces populations, elles ont été notamment bombardées, puis on a utilisé contre elles de l'armement, et puis enfin, c'était les militaires, n'est-ce pas, qui étaient aux manettes. Absolument, et j'ai un encadré dans le livre sur un bombardement par la France de la Syrie, justement, qui est contesté dans le monde juridique. Mais la réponse, l'argument de l'État français, c'est qu'il s'agit d'une opération de maintien de l'ordre et que les bombardements sont tout à fait en accord avec le droit interne français. Donc, c'est intéressant aussi de voir ce double discours permanent entre soit c'est une opération de maintien de l'ordre, et dans ce cas-là, on considère que les méthodes de guerre ne devraient pas pouvoir être employées, mais là, on a justement l'argument selon lequel c'est du maintien de l'ordre, donc on peut utiliser des bombardements indiscriminés qui sont contraires au droit international humanitaire. Enfin, contraire au droit international humanitaire, mais on sait que c'est violé tous les jours. Voilà, tout à fait. Et si on en vient donc maintenant à la troisième, ce que vous appelez la troisième vague donc d'évolution de l'utilisation de cet état d'urgence, donc en fait vous la comment dire vous la positionnez cette troisième vague à partir des attentats du 11 septembre 2001 avec le décrètement en réalité par les États-Unis, hein, donc voilà, l'empire dominant du moment, le décrètement d'un état d'urgence mondial, hein, pour le coup. Donc voilà, ils se sont permis de dicter à tout le monde que voilà que désormais il y avait un état d'urgence mondial, hein, avec un petit avertissement que ben voilà, soit vous êtes avec nous, hein, comme disait George W. Bush, ou alors vous êtes contre nous, hein, donc voilà, ça donnait le ton. Et du coup, bah, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette évolution, sur cette nouvelle évolution de cet état d'urgence, de ce concept d'état d'urgence, hein, qui est tout à coup décrété au niveau mondial par la puissance, par la superpuissance du moment. Oui, donc après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis convoquent une réunion du Conseil de sécurité et font adopter la résolution 1373 qui enjoint tous les États du monde à adopter des législations antiterroristes et parfois avec une suspicion d'injonction à violer le droit international, en particulier le droit international concernant les réfugiés, puisqu'il y a l'une des demandes faite par cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est notamment de vérifier le lien entre réfugiés et terrorisme d'avoir un processus de screen de tous les demandeurs d'asile sur des critères de terrorisme. Donc ça, c'est un exemple, mais l'ensemble de cette résolution pose de nombreuses questions sur le rapport au droit international des droits humains. Toujours est-il que cette résolution, qui a donc demandé à tous les États du monde d'avoir des législations antiterroristes de type état d'urgence, cette résolution a été, selon les mots de Kofi Annan, la plus suivie de tous les temps, de toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc tous les États se sont pliés de façon extrêmement rapide et avec beaucoup de zèle à la mise en place, l'application de cette résolution. Donc ils ont mis leur législation antiterroriste en conformité avec ces demandes du Conseil de sécurité des Nations Unies via les États-Unis qui avaient sponsorisé cette résolution. Et se développent dans le monde entier donc des législations antiterroristes dont on voit qu'elles ont tendance à gagner de plus en plus le droit commun, à infuser de plus en plus le droit commun et surtout à adopter une définition du terrorisme qui est de plus en plus large et de plus en plus malléable au service des pouvoirs et des gouvernements en place. Donc l'exemple de la France est à cet égard assez significatif puisque
On a donc l'état d'urgence qui se généralise dans le droit commun après les attentats de 2015, même si ça avait commencé à être le cas en fait depuis les années 80 et on peut même remonter plus loin, mais en tout cas vraiment de manière très nette, à partir de 2015, on a 2 ans d'état d'urgence avec des internements administratifs, donc c'est-à-dire les assignations à résidence, qui sont en fait des internements administratifs. Nous avons donc les perquisitions administratives, nous avons donc des formes euh, voilà, de suspension de tous les droits et libertés reconnus depuis la DDHC en matière en matière de détention arbitraire et d'arrestation arbitraire. Et puis ensuite, ces mesures-là qui touchent de façon tout à fait disproportionnée certaines catégories de population, en particulier issues de l'immigration. Donc là, le continuum colonial avec la genèse de l'état d'urgence en Algérie est très très net. Eh bien, c'est généralisé dans le droit commun avec la loi SILT du 30 octobre 2017, qui est la première grande loi du quinquennat de M. Emmanuel Macron. Et ensuite, elle connaît des déclinaisons avec notamment la loi sécurité globale, la loi séparatisme, la loi Jeux olympiques. Et donc cet état d'urgence, il se généralise et il touche de plus en plus de populations. Et c'est en cela que cette mécanique juridique qui touche les périphéries euh, revient au centre et tente à s'étendre de plus en plus. Et un exemple, évidemment, que tout le monde a en tête, c'est celui des Gilets jaunes. Euh, Lorsque la violence s'est déchaînée contre les Gilets jaunes, ça a été une prise de conscience pour beaucoup d'une d'une violence d'un État qui jusqu'alors était réservée à certaines catégories de population et qui maintenant s'étendait à des populations blanches venues de tous horizons et en particulier des provinces françaises. Et une image qui a été très marquante, c'est lorsque les blindés ont débarqué sur les Champs-Élysées. Et ça, c'est très, très typique cet effet boomerang où en fait la militarisation du maintien de l'ordre qui commence dans les périphéries, qui commence dans les colonies, qui commence dans les états d'urgence, puis ensuite dans les banlieues, etc., revient au centre. Et là, on a vraiment la cartographie de cet effet boomerang puisque on est sur les Champs-Élysées, on ne peut pas faire plus central, on ne peut pas faire plus riche. Et là, nous avons une gestion coloniale de ces manifestations en plein centre de Paris. Oui, effectivement, les États-Unis ont décrété à partir de 2001, à partir des attentats du 11 septembre 2001, oui, il y a un état d'urgence mondial et ils se sont permis effectivement quelque chose enfin, dont ils fantasmaient dans dans tous les États impériaux ou anciens empires et coloniaux fantasmés, mais voilà, ils n'avaient pas l'opportunité de le faire. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu le côté un peu opportunisme de crise et capitalisme de crise notamment, mais on en parlera un petit peu après, en stigmatisant donc des populations qui étaient en bas de l'échelle mondiale, hein, les réfugiés notamment, en plus se permettre de leur coller une étiquette a priori de terroristes, hein, en les soumettant à un screening effectivement pour s'assurer qui sont pas des terroristes. Hein, voilà, parce que a priori, la suspicion existe. Et effectivement, après les attentats en France de 2015, oui, donc 2 ans d'état d'urgence quand même. Donc là aussi, une opportunité pour les élites de mettre en œuvre leurs divers fantasmes coloniaux. Et par contre, est-ce que c'est pas le phénomène justement de porosité que craignait, c'était Montesquieu, je crois, hein, qui s'est révélé donc à peine 3 ans après 2015, hein, donc en 2018, avec le soulèvement des Gilets jaunes. Et là, c'était quand même la sidération pour beaucoup de blancs, hein, beaucoup de blancs de France, qui alors soit ne voyaient pas ou ne voulaient pas voir ce qui existait pourtant depuis assez longtemps, même en métropole, hein, qui était la violence contre les non-blancs. Donc là, c'était un peu la sidération. Hein, donc, est-ce que c'était pas cette porosité-là que craignait Montesquieu? Et pourquoi est-ce qu'il la craignait en réalité? Est-ce qu'il avait peur que le système s'effondre parce que cette porosité aurait révélé en réalité le vrai visage
de cette idéologie-là de démocratie soi-disant libérale? Alors la position de Montesquieu, elle est assez ambiguë. Mais peut-être on peut parler de Foucault, où là, on a une position très, très tranchée sur ce sujet. Pour Michel Foucault, là, il y a une forme de colonialisme interne, c'est-à-dire un colonialisme qui revient sur lui-même. Et la militarisation du maintien de l'ordre en est un exemple, ainsi que toutes les institutions de type carcéral au sens large, qui sont une forme de colonialisme, une gestion coloniale des populations qui en fait fait partie de l'ADN de l'État moderne. Et l'exemple des blindés sur les Champs-Élysées, à cet égard, elle est évidemment parlante. Les blindés, quand est-ce on les a utilisés? On les a utilisés évidemment dans les opérations extérieures, aussi dans les opérations en Algérie, donc à l'époque où c'était considéré comme faisant partie de la France. On les a déployés aussi en Nouvelle-Calédonie, Kanaki pendant les états d'urgence de fin 1984. Et ensuite, il y a eu les Gilets jaunes. Donc, c'est le continuum de cette militarisation du maintien de l'ordre via une contamination par la corruption qui était déjà en place dans la périphérie, elle est très très nette. Et d'ailleurs, à cet égard, je voudrais le mentionner, c'est que le Conseil constitutionnel, donc il y a une autre fable, ah oui, parce que j'en ai pas encore parlé, mais en fait, dans ces trois périodes que je dégage, à chaque fois, il y a une fable, une sorte de conte de fées qu'on nous raconte, et celle de l'après 2001, c'est que certes, nous avons un état d'urgence qui se mondialise, et qui se généralise, mais nous avons plus de garde-fous. C'est-à-dire que dans le même temps, nous avons le développement de la justice constitutionnelle et de toute une série de juridictions de type la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, on voit que de la même manière qu'au XVIIIe siècle ou qu'à l'après-Seconde Guerre mondiale, ce récit-là ne résiste pas à l'épreuve des faits. Parce que qu'est-ce que fait le Conseil constitutionnel français dès lors qu'il est confronté à cette question de l'état d'urgence? Le Conseil constitutionnel français soit décline sa responsabilité, c'est ce qu'il a fait quand De Gaulle a invoqué l'article 16, que je rappelle, il a utilisé en 61 et en même temps que l'état d'urgence qu'il a utilisé pendant 2 ans, et il a notamment utilisé l'article 16 pour ne pas demander l'approbation parlementaire pour la prorogation de l'état d'urgence, donc une utilisation concomitante extrêmement dangereuse. Il l'a utilisé pour mettre en place des tribunaux d'exception avec la peine de mort sans appel, donc ce qui contrevient à toutes les conventions que la France avait signées déjà à cette époque-là. Et nous avons donc le Conseil constitutionnel qui décline sa responsabilité, le Conseil d'État, pardon, qui décline sa responsabilité, le Conseil constitutionnel qui n'est pas saisi, mais ensuite, lorsqu'il est saisi, c'est en 1985 sur les événements donc en Nouvelle-Calédonie, Kanaki, et que dit-il? Il dit le législateur a tous les droits pour créer des états d'urgence. Et on retrouve ça avec l'état d'urgence sanitaire, où le Conseil constitutionnel, tout comme le Conseil d'État, ont validé quasiment toutes les mesures, sauf quelques mesures symboliques pour faire bonne figure, mais sinon, on est dans une juridiction constitutionnelle qui est l'alibi de l'état d'urgence, c'est-à-dire qui facilite l'état d'urgence, alors qu'elle est pensée, en tout cas dans la fable, comme étant le garde-fou de cet état d'urgence qui se mondialise. Et je voudrais dire une autre chose par rapport à ces mondialisations des états d'urgence. Dans les trois vagues, non seulement l'état d'urgence, en se mondialisant, il crée, donc il permet la violence sur des territoires et sur des populations, mais il permet aussi des coups d'État, c'est-à-dire des prises de pouvoir par les gouvernements qui décrètent cet état d'urgence. Donc il y a deux aspects à cet état d'urgence. Il y a l'aspect liberté, suspension des libertés, puis il y a aussi l'aspect dictature, c'est-à-dire l'aspect prise de pouvoir. Et ce que je souligne donc pour la troisième vague, c'est qu'on est face à une prise de pouvoir des organisations internationales qui, en décrétant que tous les États du monde doivent mettre en place l'état d'urgence, se font en quelque sorte législateur mondial et, euh, et utilisent cet état d'urgence comme un moyen pour faire une forme de coup d'État, pour s'imposer aux États, alors que le droit international est fondé normalement sur la stricte égalité entre les États et le consentement, vis-à-vis des traités. Donc, l'Organisation des Nations Unies est censée être une organisation internationale et non pas supranationale. Mais avec cet état d'urgence, avec cette résolution 1373, elle devient une forme d'État, d'organisation supranationale. Et d'ailleurs, il y a
Après, on peut rentrer dans les détails juridiques, mais j'en parle un petit peu dans le livre. Il y a eu beaucoup d'affaires, notamment entre la Cour européenne des droits de l'homme et le comité des sanctions antiterroristes des Nations Unies, parce qu'il y a des conflits de souveraineté très très forts qui se déclenchent à cette occasion-là. Donc, on a cette prise de pouvoir, comme on l'a vu dans la seconde phase, c'est le gouvernement qui prend le pouvoir législatif. Et dans la troisième phase, on a des juridictions et des organisations internationales qui prennent le pouvoir vis-à-vis des États. Donc les parlements sont déjà complètement dépossédés, mais aussi vis-à-vis des gouvernements maintenant. Oui, effectivement, c'est ça. En fait, on voit que la concentration de pouvoir au niveau mondial se retrouve entre des mains de moins en moins nombreuses, ce qui est évidemment de plus en plus dangereux. Et effectivement, je parlais tout à l'heure de la sidération des populations blanches de France par rapport à la réaction de l'État par rapport au soulèvement des Gilets jaunes et donc en 2018, mais juste 2 ans plus tard, hein, donc on voit là quand même l'histoire s'accélère. Hein. 2 ans plus tard, pouf, pandémie. Hein. Alors pandémie, bon, un peu exagéré aussi, hein, mais c'était là aussi certainement pour mettre en œuvre des fantasmes qui existaient dans les têtes des élites. Donc effectivement, pandémie, puis là, pouf, hein, donc suspension d'énormément de libertés, y compris celle d'aller et venir. En France, notamment, ben, les gens ils devaient remplir un formulaire où ils disaient à l'avance où est-ce qu'ils iraient, où est-ce qu'ils iraient, puis ils avaient des périmètres, là, ils ne devaient pas aller au-delà, je sais plus, c'était 1,5 km ou 2 km autour de chez eux. Enfin bref, effectivement, donc voilà, donc les gens étaient, on pourrait dire, en sidération, en tout cas, beaucoup de psychologues parlent de sidération parce qu'ils n'auraient jamais pensé ça, évidemment, même genre 6 mois avant ou 3 mois avant. Et puis, on pourrait dire peut-être aussi l'Union européenne, hein, qui était soi-disant un projet pacifiste. Est-ce que ça rentrait pas déjà dans cet esprit-là d'arracher du pouvoir aux États, hein? On en parlait il n'y a pas très longtemps avec Ouria Boutedja, qui disait que l'Union européenne, c'est la mise en œuvre de l'appel communiste, enfin de l'international communiste, hein, donc travailleurs du monde, unissez-vous. Donc là, c'est les bourgeois du monde, en tout cas bourgeois d'Europe, unissez-vous, hein, pour arracher du pouvoir aux États. Est-ce qu'on ne voyait pas quand même déjà ça avec la création de l'Union européenne? Oui, il y a une forme de colonialisme interne, là encore, qu'on peut observer à partir du moment où, de manière différente des territoires à conquérir pour les marchés, eh bien, il y a une forme de retour sur soi qui s'opère au détriment des populations de l'Union européenne, des pays européens. Et on voit ça très, très clairement avec l'Union européenne qui met en place une forme de démocratie tutélaire dans les États-nations, c'est-à-dire une forme qui s'érige en pouvoir de veto sur toute une série de domaines, en particulier les domaines économiques, et via la constitutionnalisation. Donc c'est très clairement un constitutionnalisme de type autoritaire, c'est-à-dire l'inscription dans des traités de mesures de politique économique qui n'ont pas été soumis à un processus démocratique avec la mise en place de juridictions aussi qui se sont auto-saisies. On pense notamment à la décision Costa contre Enel en 64, qui se sont auto-saisies pour faire respecter la primauté des traités européens sur les États. Donc il y a très clairement une forme en effet, oui, de colonisation sous un nouveau visage. Et de la même manière, l'état d'urgence joue un rôle dans cette prise de pouvoir. C'est l'état d'urgence économique, l'état d'austérité permanente qui justifie cette prise de pouvoir de l'Union européenne vis-à-vis des États et en particulier par la constitutionnalisation des politiques économiques qui sont soustraites à la délibération des parlements nationaux et avec donc des cours pour les faire respecter, comme la CJUE notamment. Et on voit avec ce qui s'est passé, donc c'est un exemple que j'utilise dans le livre, la crise, la crise de la zone euro, où l'Union européenne s'est alliée avec le FMI, donc c'est le consensus de Washington,
pour mettre en place un état d'urgence extrêmement violent, un état d'exception austéritaire extrêmement violent vis-à-vis notamment de la Grèce. Et la Grèce étant un état périphérique de cette Union européenne. Mais demain, tout porte à croire que la France pourrait aussi être touchée, puisque finalement, dans cette périphérie, il y a tous les États, sauf l'Allemagne et Washington. Donc, on peut en effet, et c'est ce que j'écris dans le livre, voir le Covid comme la crise des subprimes et puis la crise de l'eurozone comme étant des crises opportunes pour décréter un état d'urgence qui permet à des organisations internationales de se saisir d'un pouvoir de manière rapide et surtout sans trop de contestation. On peut penser à la théorie du choc de Naomi Klein. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là. Par exemple, sur le Covid, donc je pense que voilà, c'est très clair ce qui s'est passé au niveau de l'état d'urgence dans tous les États du monde. C'était aussi, dans une certaine mesure, une demande de l'OMS qui avait enjoint tous les États à prendre des mesures nécessaires, sans forcément dire qu'il fallait que ce soit un état d'urgence, mais en tout cas des législations d'exception, d'urgence, qui devaient être mises en place. Et aujourd'hui, on a donc un traité qui est en cours sur le traité pandémie qui pourra potentiellement, à l'image de ce qui s'est passé avec la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies, demander à tous les États du monde d'adopter des législations d'urgence sur les pandémies. Et c'est la même chose pour l'Union européenne, qui demande à tous les États d'avoir des mécanismes en place pour les crises économiques et pour faire face aux crises de la dette et à la réduction du déficit au-dessous des 3%. Oui, alors vous venez de citer Naomi Klein, hein, donc, qui avait rédigé donc l'ouvrage la stratégie du choc, euh, et, euh, voilà, dans laquelle elle parlait de capitalisme de crise, hein, qui est opportuniste, qui profite des crises, et puis on pourrait même dire qui utilise des mini-crises, hein, pour les amplifier, pour dire voilà, que c'est des méga-crises, un peu comme c'était avec la pandémie, parce qu'en réalité, ce n'est pas tout le monde qui était à risque, c'était les personnes de plus de 65 ans, puis les personnes immunodéprimées, etc. Mais ils ont quand même imposé les restrictions à tout le monde, sans exception. Et donc, pour revenir un petit peu à l'angle qu'abordait justement, qu'avait adopté Naomi Klein dans son ouvrage, c'est l'angle du capitalisme. Et je le retrouve un petit peu ce volet, hein, parmi d'autres dans votre ouvrage, parce que vous parlez de l'importance de la notion de propriété dans cet état de droit. On a presque l'impression que on a presque l'impression que c'est la chose la plus importante, et ce depuis le tout début, on pourrait dire, depuis peut-être Locke et Montesquieu. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Et voilà, est-ce qu'en réalité, c'est pas toute cette histoire-là d'état de droit, est-ce que c'est pas en réalité un projet essentiellement au cœur, hein, qui est capitaliste? Oui. Absolument. Donc, ce libéralisme tel qu'il est pensé, conceptualisé chez Locke, c'est d'abord le droit de propriété. Donc, pour Locke, c'est le droit naturel le plus imprescriptible, c'est le droit de propriété. Et alors, il désigne par propriété plusieurs choses. Il y a aussi la propriété de son propre corps. Donc, il considère qu'il y a la propriété de ses propriété matérielle, la propriété de ses esclaves et la propriété de son propre corps et la propriété de ses terres. Et c'était un grand propriétaire lui-même et comme on l'a dit, il était engagé à la fois dans la colonisation et dans des entreprises d'esclavage. Mais pour lui, la liberté de ne pas être arrêté par l'État est aussi lié à une forme de propriété de son propre corps. Mais ça reste la propriété, le point qui définit la pensée de Locke, et c'est ce qu'on retrouve dans la DDHC de 1789, où à l'article 2, nous avons les droits naturels les plus imprescriptibles. Vous n'avez pas l'égalité, mais vous avez la propriété. Et c'est directement tiré de Locke, son chapitre sur la propriété.
Et vous avez ensuite l'article 17, qui est le dernier article de la DDHC, et qui redit encore que le droit le plus inviolable et le plus sacré, c'est le droit de propriété. Donc cette pensée libérale et ces droits humains, ces déclarations de droits de l'homme que l'on retrouve dans les grandes révolutions du XVIIIe siècle sont fondées en effet sur la consécration du droit de propriété comme le premier droit. Et la démocratie, c'est aussi une histoire de propriétaire. En 1789, Sieyès dit il faut substituer à la démocratie, donc la démocratie, on pensait à la démocratie directe, il faut lui substituer le gouvernement représentatif, c'est-à-dire le gouvernement des propriétaires, et c'est la raison pour laquelle nous avons le suffrage censitaire. Donc démocratie, état de droit, donc là, c'est-à-dire le nouveau sens de démocratie qu'il prend à partir du XVIIIe siècle, et état de droit sont fondamentalement pensés pour les propriétaires. Et donc c'est toute l'histoire du développement des droits humains, elle s'inscrit dans cette pensée libérale-là. Il faut quand même noter qu'il y a des inflexions après la Seconde Guerre mondiale avec une influence du socialisme, et c'est là où on commence à avoir des droits socio-économiques qui sont garantis, mais toujours comme étant le parent pauvre des droits civils et politiques. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un conflit entre droits socio-économiques et droits civils et politiques, ce sont les droits civils et politiques qui priment. Donc, in fine, ça reste le droit du propriétaire qui prime sur les droits sociaux et économiques de tout le reste des personnes auxquelles ce droit de propriété s'applique. Et c'est une grande critique, hein, c'est une critique à la fois marxiste. Donc la critique marxiste du droit, elle porte principalement sur ce point-là, c'est-à-dire que le droit n'est qu'un moyen de dissimuler et de légitimer des rapports de force productifs entre capital et travail, et que donc ce droit est bourgeois, et c'est une idéologie, une superstructure au service de l'infrastructure des rapports de production. C'est une critique qu'on retrouve ensuite aussi chez les pays du Sud de manière très très forte, pas forcément d'ailleurs des pays du Sud communistes, mais tout le mouvement des non-alignés, tout le mouvement aussi dans les années 90 des valeurs asiatiques par exemple. On a une déclaration de Bangkok en 1993. Donc, c'était à l'époque l'ONU qui avait demandé à aux grandes régions du monde de rédiger leur propre déclaration des droits de l'homme. Avec cette idée qu'il y avait un universalisme des droits de l'homme, des droits humains, mais qu'il devait y avoir des déclinaisons régionales. Et donc, ils avaient demandé C'était un projet très ambitieux. Et donc, là, à Bangkok, il y a 35 États qui se sont réunis. D'ailleurs, il y avait la Palestine aussi. Donc, c'est l'Asie au sens très, très large. Ça allait, oui, de la Palestine, il me semble, il y avait la Jordanie, etc., jusqu'au Japon. Cette déclaration, elle insiste sur le fait que les droits socio-économiques doivent être les premiers droits consacrés avant les droits civils et politiques. Qu'il y a en fait une forme de prérequis avant l'extension des droits civils et politiques, et que ces prérequis sont d'ordre socio-économique, c'est-à-dire le droit au logement, de pouvoir subvenir à ses besoins, le droit au développement économique, etc. Et donc cette déclaration de Bangkok, elle existe encore, mais elle n'a pas connu de traduction dans le droit international des droits humains, puisqu'encore aujourd'hui, nous avons un droit international des droits de l'homme à l'ONU, avec deux grandes conventions. Les deux grandes conventions, c'est la première, le droit civil et politique, le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le deuxième, pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels. Le premier porte une obligation de résultat absolu, avec un protocole additionnel qui permet les plaintes individuelles et les communications individuelles, alors que celui des droits socio-économiques et culturels, lui, demande une obligation de moyens, c'est-à-dire sous condition de ressources, c'est-à-dire que ce ne sont pas des droits qui sont absolus. Et puis, surtout, ils peuvent être suspendus pour toutes sortes de raisons, y compris évidemment état d'urgence, y compris état d'urgence économique. Et puis le pacte additionnel, le protocole additionnel n'a été adopté que très très tardivement, et il a été très très peu signé par les États. Et aujourd'hui, si on s'intéresse à notre droit français, on voit bien que
et libertés fondamentales qui sont consacrées de la manière la plus approfondie sont notamment la liberté de commerce, la liberté d'entreprendre, beaucoup plus que les droits socio-économiques. La jurisprudence du Conseil constitutionnel à cet égard est très très nette et d'ailleurs ça a été développé dans le livre de Laureline Fontaine sur la Constitution maltraitée où on voit bien que cette jurisprudence du Conseil constitutionnel, elle fait primer les droits du propriétaire, pour le dire simplement, sur les droits à la subsistance et les droits socio-économiques du reste de la population. Oui, alors pour revenir un petit peu à la crise plus ou moins exagérée de la pandémie du Covid, il faut rappeler à tout le monde, enfin de dire que derrière, ça n'a pas été une opportunité du capitalisme, enfin de dire que c'était une opportunité du capitalisme, c'est pas forcément comment dire, de la théorie conspirationniste, comme ils disent aujourd'hui, parce que alors que les économies mondiales étaient plus ou moins à l'arrêt, tout le monde se souviendra que la bourse avait quand même atteint des niveaux records historiques au même moment. Hein. Bon, ça s'explique très simplement par le fait que tout cet argent qui a été imprimé pour soi-disant sauver les économies, eh ben, il a trouvé un débouché essentiellement pour sauver les très grosses entreprises qui se portaient très bien par ailleurs. Et ensuite, il a trouvé son chemin, tout cet argent-là, dans les poches des actionnaires et notamment ben, les plus gros actionnaires. Hein, donc voilà, c'est pas de la théorie conspiratoire, mais ça s'explique très simplement par les chiffres et les données qu'on constate. Alors bien sûr, les élites n'allaient pas s'arrêter en si bon chemin. Hein. Comme on dit, on ne change pas une solution qui gagne. Et ce dont vous nous parlez dans votre ouvrage, alors c'est un peu terrifiant, mais il faut en parler, c'est la possible quatrième vague. Et donc vous suggérez que peut-être, en tout cas, ça serait effectivement un petit peu logique, qu'elle va utiliser une autre crise que nous vivons, que nous constatons tous. Et d'ailleurs aujourd'hui, c'est dans les news tous les jours, hein, c'est la crise climatique. Et voilà, donc effectivement, on pourrait très bien imaginer enfin, ça serait dommage, comme disait je sais plus qui, il disait c'est toujours dommage, c'est dommage, ça serait dommage de gâcher une belle crise, hein, en tout cas de laisser une crise être gâchée. Hein, donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire hein, sur cette possible quatrième vague d'utilisation de l'état d'urgence qui profiterait justement ben, de la crise climatique qui est créée justement par le capitalisme et qui va être utilisée, elle aussi, comme lui, hein, un peu comme l'a été la crise de la dette en Europe. Hein, c'est une crise du capitalisme, mais le capitalisme l'a utilisée pour écraser les populations encore plus. Hein. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette possible quatrième vague qui utiliserait donc la crise climatique? Alors, c'est une idée une hypothèse que je suggère en fait en fin d'ouvrage pour réfléchir à la suite, mais ça ne fait pas l'objet de beaucoup de développement dans le livre parce que justement, tout est encore à écrire sur le sujet, tout est encore à imaginer sur le sujet. Il est très très clair en tout cas que cette crise mondiale va créer une concentration du pouvoir au niveau mondial pour répondre à cet enjeu qui est global par nature. Et donc, on peut s'attendre en effet que le moyen le moyen qui soit le premier à disposition des États soit une forme d'état d'urgence mondial qui permettrait une forme de coup d'État sur le même modèle que dans les vagues précédentes, avec peut-être, donc je dis peut-être, est-ce que la Chine déclarerait cet état d'urgence? En réalité, je ne le crois pas. Je pense plutôt qu'on pourrait avoir une forme de privatisation de type Musk et ses amis qui utiliserait cette crise climatique, se poserait en défenseur du climat alors qu'ils en sont évidemment les premiers responsables et qui mettrait en place cet état d'urgence mondial et pourquoi pas
donc ça c'est une autre hypothèse, mais si on pense à Musk, qui s'intéresserait à la colonisation d'autres planètes, et là on entrerait encore dans une autre vague d'état d'exception qui permettrait en fait, d'avoir un ennemi, un nouvel ennemi ou un nouvel autre pour pouvoir fédérer le globe dans sa totalité sous une coupe assez autoritaire. Donc, c'est évidemment un des scénarios fiction, mais tous les éléments sont là et il y a déjà beaucoup d'écrits sur la question de la remise en cause de la démocratie à cause de son incapacité à penser la crise écologique. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas une dictature, non seulement une dictature parce qu'elle permettrait de penser le long terme, elle permettrait de mettre en place un capitalisme vert, ou en tout cas, elle permettrait de ne pas avoir à répondre à des échéances électorales qui généralement sont plutôt pro-industrie, pro-business, etc. Donc ça, ce sont des écrits par des auteurs australiens, états-uniens, il y en a beaucoup. Donc c'est l'idée qu'il faudrait une tyrannie mais déjà, Hans Jonas, qui est l'un des premiers écologistes, qui écrit le principe responsabilité, auquel on doit cette idée de principe de responsabilité et peut-être même de principe de précaution, dans les années 70, nous disait il faudra une tyrannie pour faire face à la crise climatique. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement ces auteurs-là proposent une tyrannie au niveau des États, mais aussi en changement d'échelle au niveau du monde même. Donc, on peut en effet, et c'est ce que je veux soumettre au lecteur avant qu'il referme le livre, on peut s'imaginer que demain, en effet, cette crise soit exploitée par les acteurs qui y ont le plus intérêt via l'état d'urgence et une forme de coup d'État pour prendre le contrôle de la planète encore plus que ce qu'ils ont déjà entre leurs mains. Les élites vont sûrement pas se gêner parce que voilà, pour l'instant, toute cette histoire-là de soi-disant état de droit avec à l'intérieur un état d'exception, qui est peut-être le vrai visage d'ailleurs de cette idéologie-là, de ces démocraties libérales, bah, ça marche tellement bien que bah, ça serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Mais justement, bah, à votre avis, quelles seraient les solutions pour éviter, enfin, pour sortir un petit peu de cette, pour sortir de ce modèle qui malheureusement a été internalisé par beaucoup de gens parce qu'ils n'ont connu que ça. Hein, ça existe depuis plusieurs siècles, et puis on a vu que même les anciens États colonisés, une fois soi-disant indépendants, ben, ils ont adopté le même modèle, hein, avec le même régime d'exception. Et ça, voilà, ça s'est terminé derrière, évidemment, par des régimes qui qui n'étaient pas dans l'intérêt des peuples. Alors voilà, quelles seraient les solutions selon vous? Alors en France, par exemple, voilà, je pense que les gens avec Macron, hein, on peut, comment dire, lui reconnaître ce mérite quand même. Hein, c'est qu'il a ouvert les yeux à beaucoup de gens, peut-être même la majorité, sur la dangerosité de la Ve République, donc un régime hyper présidentiel. Et tout le monde, voilà, voit aujourd'hui que voilà, Macron, ben, c'est pour utiliser un terme pas très scientifique, ben, il est indécrottable. Pourquoi? Parce qu'il a décidé tout seul qu'il ne partirait pas avant la fin de son mandat. Et qui continuerait donc à mener des politiques de destruction. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme piste, hein, qu'est-ce qu'il y aurait comme piste? On parle bien sûr de Sixième République, en tout cas la France insoumise est porteuse de ce projet-là, qui, me semble-t-il, s'éloigne de façon assez radicale justement de cette approche un peu de l'État-nation hyper centralisé, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, je ne sais pas si le projet de Sixième République est vraiment un projet de rupture, mais plutôt que de vous donner des solutions, je préfère vous donner et je préfère réfléchir aux moyens d'arriver aux solutions plutôt. Et donc, ils sont de deux ordres. Le premier, c'est par le premier, il est dévolu, c'est un rôle qui est dévolu au débat public, aux intellectuels, mais au sens très très large, aux intellectuels, aux citoyens, au débat, c'est de penser
déjà de s'extraire du cadre, donc de s'extraire de cette dichotomie qui nous enferme soit dans la dictature, soit dans la démocratie, alors qu'en réalité, l'un comme l'autre sont des formes de dictature. Donc penser, essayer de sortir de ce carcan-là pour pouvoir imaginer d'autres ailleurs, et cela passe par aussi une redécouverte de toutes les formes d'organisation politique qui ont pu exister non seulement à Athènes, donc ça c'est assez connu, mais aussi dans toutes les autres civilisations, dans toutes les autres sociétés. Et là, il y a un chantier immense et immense à explorer qui n'a pas encore été exploré avec des modes d'organisation politique dont on ignore tout et dont on pourrait apprendre. Donc il faut d'abord sortir de ce carcan de démocratie contre dictature, premièrement, et deuxièmement, sortir de la vision hégélienne de l'histoire où le futur se trouve forcément aux États-Unis donc enfin en Prusse pour Hegel, mais aujourd'hui aux États-Unis dans sa version actualisée. Et ça veut dire prendre au sérieux le monde non occidental et toutes les expériences politiques qui ont été faites dans ce monde non occidental. Donc ça, c'est la première, je dirais, le premier rôle, le premier moyen d'arriver à des solutions, c'est déjà de faire de la recherche, de faire de la discussion et d'ouvrir les imaginaires. Et donc ça, c'est plutôt pour ce qui me concerne, moi, en tant que chercheuse et tous mes collègues. Et puis, il y a un deuxième moyen, c'est l'invention par le fait. Et ça, c'est évidemment, toutes les expériences révolutionnaires sont des expériences où on invente en faisant, certes en se servant de ce qui a été écrit, de ce qui a été pensé avant, mais comme le disait Dostoïevski, non, je ne sais plus si c'est Dostoïevski, en tout cas, comme l'ont dit beaucoup d'auteurs, l'imagination, ce qu'on peut arriver à faire dépasse toujours l'imagination à un moment donné. Donc, c'est par les mouvements sociaux, par les actions politiques, par aussi des alliances qui doivent nécessairement être internationales, transnationales, trouver dans l'expérimentation des nouvelles manières de faire de la politique. Donc, je pense qu'il faut, plutôt que de donner des solutions, ce qui est important, c'est de les élaborer ensemble et c'est la participation à l'élaboration de solutions c'est de cette participation que dépendra la légitimité de la solution. Donc, en ce qui me concerne, je pense qu'il y a aussi des échelles de temps, c'est-à-dire quelle est l'urgence aujourd'hui en France? Est-ce que c'est de sortir complètement de la démocratie représentative? Peut-être, mais en tout cas, l'urgence demain, c'est de ne plus avoir la possibilité de se retrouver en conflit avec la Russie, par exemple, de se retrouver pris dans des guerres, de se retrouver pris dans une procédure déclenchée par l'Union européenne, la Commission, pour endettement excessif, c'est de ne pas avoir des pleins pouvoirs pris par M. Emmanuel Macron. Ça, ce sont des questions extrêmement urgentes. Donc, il y a cette question-là où il faut absolument se préparer à résister à ces possibilités-là dans le cadre de notre constitution actuelle, parce qu'on peut le faire. Même si ce n'est pas inscrit dans les textes, il faut se préparer à trouver des moyens de le faire dans le cadre de nos institutions actuelles. Et puis à plus long terme, en effet, réfléchir à des avenirs qui puissent être radicalement différents de celui que nous avons. Mais ne jamais oublier l'ici et le maintenant aussi, c'est-à-dire le demain. Demain, est-ce que on se retrouvera dans une situation extrêmement compliquée euh, avec une conjonction de crise économique, guerre, crise climatique et potentielle dictature d'un président qui est devenu fou.